Le drap brut posé sur le banc du greffier sentait la laine mouillée et la moisissure, l'encre avait formé une croûte, et au bord de la table gisait un paquet ficelé contenant les reçus municipaux, de fines bandes de papier sur lesquelles était inscrit à la plume le montant des amendes infligées pour débauche pendant une semaine de foire, soit autant que ce qui était habituellement collecté en un mois entier. Sur le rebord de la fenêtre se trouvaient des sacs remplis de petites monnaies, dans lesquels résonnait non pas la piété, mais la honte d'autrui, transférée dans le budget. À la porte, des gardes adultes, fatigués et impassibles, se tenaient debout, les pans de leurs uniformes tachés par la pluie. Dans l'escalier, on sentait l'odeur de la vapeur humaine après la taverne et les imperméables mouillés des étals du marché. La ville venait de se réveiller après les fêtes, et le livre des collectes affichait un record qui ne s'expliquait ni par les sermons, ni par une repentance soudaine, mais par un plan. Une voix masculine s'adresse aux spectateurs, les salue, leur demande d'écrire dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays ils regardent et s'ils ont déjà rencontré chez eux des histoires de taxes sur le péché, des amendes qui, pour une raison quelconque, augmentent toujours pendant les fêtes. Il dit que vos remarques aideront à voir où le mythe cache le trésor public et souhaite une écoute attentive et agréable. Le début semble toujours correct. Les journaux municipaux parlent de la modération publique, du silence nocturne, de la décence vestimentaire et de la retenue dans les lieux de divertissement. À côté se trouve un arrêté sur les amendes pour bruit et gestes indécents dans les rues, un autre sur les amendes pour les aubergistes qui tolèrent le comportement provocateur des clients adultes dans leur salle. Le greffier, un homme aux doigts usés et au dos malade, range les papiers dans des cahiers, convertit les montants en mots pour éviter toute erreur, et voit soudain les lignes changer de rythme. Au cours de la dernière semaine avant la fête religieuse, les reçus se sont multipliés, mais pas de manière chaotique. Ils arrivent par paquets serrés dans certaines rues, à certaines heures, lorsque les gens se pressent vers les stands de la foire, les étals de nourriture chaude, le vin bon marché et les divertissements de rue. Les gardes notent les excès comme ils notent l'inventaire remis, calmement et de manière uniforme, avec la formule correcte sur chaque feuille. Le hasard sent la diversité, mais ici, ça sent le plan. Le livre des recettes est plus épais que d'habitude cette année. Dans les marges, on trouve des notes sur l'affectation des fonds au fonds des mœurs, dépensés pour les refuges, le chauffage des guérites, le paiement des tenues supplémentaires, l'achat de paille et de clés. Dans le relevé des dépenses, on trouve des lignes sèches sur le traitement des adultes arrêtés après des arrestations nocturnes, sur le paiement du médecin pour l'examen après hypothermie, sur le transport des fiévreux à l'infirmerie. Ces statistiques ne reflètent aucun repentir, mais seulement des mouvements d'argent qui s'accélèrent à l'approche des grandes fêtes et des foires, lorsque les marchandes ambulantes, les artistes de cirque, les barbiers, les pickpockets et les croyants aux portefeuilles bien garnis affluent vers la ville. Le mythe assure que la protection des mœurs sauve les places publiques de la débauche. Le document dit que la protection des mœurs assure un revenu stable. Le greffier commence par le début. Il classe toutes les entrées par jour pour les 12 derniers mois et note les endroits où les recettes dépassent la ligne habituelle. Les pics correspondent aux semaines de foire, à l'arrivée de troupes itinérantes, au pèlerinage et aux jours où le conseil annonce une surveillance renforcée. Les femmes adultes sont condamnées à une amende pour ruban provoquant, les hommes adultes pour chansons licencieuses, les aubergistes pour bruit incessant, les danseurs pour mouvements inappropriés. Les formules se répètent jusqu'à devenir un bourdonnement mécanique. Là où il y a la fête, il y a des recettes pour le trésor public. La coïncidence se répète d'année en année, comme si quelqu'un avait appris à placer un panier sous le flux humain. Les statuts sont rédigés de manière à laisser le soin à l'exécutant de décider.
La définition de la débauche ne comporte pas de longueur de coude ni de mesure de doigt, comme dans les règlements vestimentaires, mais elle mentionne l'offense à la décence et la dépravation des gestes. Le flou devient un levier. Lorsque les gardes sortent pour protéger la fête, ils reviennent avec un impressionnant paquet de procès-verbaux, et le percepteur apporte une lourde bourse. La nuit, des adultes, vendeurs de stands, musiciens, porteurs, femmes vendant des chansons et des babioles, sont assis sur des couchettes exiguës et attendent le matin pour retourner à leur étal après avoir payé leur amende. Le médecin note « hypothermie, contusion due à la bousculade, tout dû à l'humidité de la cellule ». Ces lignes figurent à côté de la rubrique « Recettes du fond des mœurs ». Les archives révèlent que ce système a survécu jusqu'à nos jours, non pas par hasard, mais en tant que réglementation subordonnée. La saison dernière, le conseil municipal a approuvé des effectifs supplémentaires pour la foire et les dépenses budgétaires sont liées aux recettes attendues des amendes. On appelle cela des prévisions et des mesures de sécurité. Le remplacement des mots transforme la honte en monnaie. Là où les gens se promènent, la ville installe une caisse invisible. Là où règne la pauvreté et le froid, il est plus facile de contraindre à reconnaître la débauche que de prouver le préjudice. Vient ensuite la partie la plus ennuyeuse à l'œil et la plus importante. Les lieux et les heures des arrestations sont extraits des rapports et reportés sur une carte dérangée. Il en résulte une image de couloirs denses aux entrées des places, près des brasseries, des braseros, des manèges, des chanteurs. La plupart des procès-verbaux sont dressés là où il y a le plus de fumée et où les mains se tendent vers la chaleur. Dans les rapports, cela s'appelle stabilisation de l'ordre. Dans les journaux médicaux, aggravation des rhumes et des douleurs articulaires chez les adultes arrêtés. Le lendemain, les magasins enregistrent une augmentation des ventes de boissons chaudes et de capes bon marché. La descente se transforme en marché. Dans ce contexte, le mythe semble plausible. Les légendes affirment que la ville apaise les passions. Le document montre autre chose. Les passions sont un écran pour le mécanisme de revenu. Les amendes sont rédigées en lettres, les montants sont déduits sur des bûches de sapin pour les guérites, sur des cordes, sur du fer, sur des chemises, pour les besoins de la confession, sur des cruches de kissel chauffées pour les tenues. Même la ligne médicale est adaptée à la comptabilité. La honte est la matière première, la caméra est la machine, le procès verbal est le bon de transport. La saison des foires est la saison des recensements. Quelques semaines avant les grands jours, une circulaire est publiée. Renforcer la surveillance, maintenir le climat moral. À côté, la liste des achats de menottes, de pelles, de paille. Tout est financé par le même fonds qui se remplit de honte. Les adultes reviennent non pas tant punis que ruinés. Ils ont payé pour échapper au travail, ont acheté un manteau le matin pour se tenir près du stand, ont emprunté de l'argent au restaurateur qui, par coïncidence, a augmenté son chiffre d'affaires pendant les jours de raid. Les commerçants apprécient cette vague. Lorsque les gardes ramassent les débauchés, le lendemain, les rues sont pleines d'acheteurs en quête de réconfort. Le greffier prend 3 ans et note tous les jours de foire, en face, les montants des amendes, à côté, le nombre de patrouilles renforcées, puis les dépenses du fonds. Le modèle est transparent. Augmentation des raids, augmentation des amendes, augmentation des achats pour les raids. Un cercle vicieux où la moralité n'est pas protégée, mais planifiée. Dans un paquet de papier se trouve le bâton normé, le nombre prévu de procès-verbaux par équipe, le montant recommandé des recettes par trimestre, des repères souples pour les chefs de secteur. Il n'y a pas d'ordre ouvert d'infliger des amendes à tout le monde, mais un calcul qui rend le nombre d'arrestations aussi prévisible que la livraison de sel. Les plaintes des citadins adultes s'accumulent sur la table. Ils ne se justifient pas.
Ils demandent pourquoi les procès-verbaux apparaissent par vagues précisément lorsque leurs proches viennent leur rendre visite, que les prix augmentent et qu'il y a une chance de vendre des repas chauds. On entend la respiration haletante des gens qui crient sur la place, puis s'assoient dans une cellule humide, puis se retrouvent à nouveau derrière le comptoir. Le médecin continue d'écrire « inflammation des bronches, éruption cutanée due à la paille, luxation due à la bousculade lors de l'arrestation ». Ce n'est pas sur la place que l'on lit cela, mais dans les bureaux où l'on réfléchit à la manière de ne pas perturber le plan d'ordre. Le greffier soulève les feuilles de prédication. À l'approche des fêtes, la rhétorique de la répression des vices se renforce invariablement. Ces mots encadrent les mêmes raids qui remplissent les caisses. Sur la page voisine, on trouve le relevé de la distribution de pain et de vêtements chauds à des fins caritatives, mais les montants sont faibles par rapport aux dépenses en fer et en vêtements. La moralité devient l'emballage d'une chaîne arrestation, amende, achat pour l'arrestation. C'est cela, l'impôt sur le péché. Le mythe se tait, le document compte. Le soir venu, le rapport tire sur les reins. On entend une orgue de barbarie par la fenêtre. La foire n'est pas partie. Dans les tavernes, on recommence à boire. Demain, il y aura des détentions, des reçus, le trésor public, et tout recommencera si l'on n'appelle pas le plan par son nom. Le greffier décide de rassembler des preuves et de s'adresser non pas aux moralisateurs, mais à ceux qui comptent et approuvent. Il prépare un rapport sans moralisme. Fête, renforcement, arrestation, amende, dépenses. Ensuite, il y aura une coïncidence avec les foires, la matraque des amendes et les repères refont surface, puis le principal tremblement du système se révèle. Les commerçants, qui chérissent le flux après les raids et soutiennent donc discrètement la lutte pour la morale. Mais maintenant, il a devant lui une feuille sur laquelle il est écrit noir sur blanc que pendant une semaine de fête, le Trésor public a encaissé plus d'argent que pendant tout le mois dernier. C'est un nœud qui ne peut plus être attribué au hasard. Le matin apporte des chiffres écrits en lettres et de nouvelles cartes. Le greffier compare les itinéraires des gardes avec les cloches des gardes et constate que les arrestations se concentrent précisément au moment où les lampes s'éteignent dans les rangs et où les gens se pressent davantage autour des braseros. Il est ainsi plus facile de dresser les procès-verbaux et de ne pas discuter. Il y a moins de procès-verbaux dans les quartiers périphériques. Il y fait plus froid et les gens y sont plus pauvres. La honte n'y est pas aussi rentable. Au centre se trouvent les endroits les plus chauds, là où il y a du monde et des portefeuilles. Le cahier voisin montre une autre coïncidence. Lorsque le conseil annonce une collecte de dons pour la réparation des ponts et des guérites, l'activité des gardes moraux augmente au cours de la même semaine. Le budget est alimenté non seulement par la taxe sur les marchandises, mais aussi par la taxe sur la honte. Cette taxe secondaire n'a pas été votée. Elle est collectée au moyen de procès-verbaux et de reçus, où le montant est indiqué en lettres, mais où le sens est caché dans le rituel de la protection des mœurs. Dans les bureaux des gardes se trouvent les registres de distribution du matériel. On y voit des ceintures en cuir, des clés neuves, des réserves de paille, des couvertures en laine pour les uniformes. Toutes ces dépenses sont justifiées par des rubans « surveillance renforcée ». Derrière eux se cachent les recettes attendues. Le greffier voit comment la logique économique s'empare des mots moraux et les transforme en mécanismes. Les gardes ne se pressent pas d'expliquer, mais la comptabilité parle d'elle-même. Pendant ce temps, les commerçants s'adaptent au rythme des raids. Ils augmentent leurs achats de capes bon marché, de boissons chaudes, de poissons salés et de tartes simples juste pour le lendemain matin des arrestations. Le chiffre d'affaires augmente et tout le monde soutient verbalement la lutte contre la débauche. Ce n'est pas du cynisme de la rue, c'est une question de survie. Si le système est immuable, il est plus rentable d'en devenir un appendice.
C'est ainsi que la moralité commence à nourrir le comptoir. Le greffier apporte ses tableaux au bureau. Il ne se plaint pas du mal, il démontre une régularité. La coïncidence des pics avec les foires, l'existence d'un bâton normé, le lien entre les dépenses et les amendes attendues, la dépendance du commerce par rapport à la vague d'arrestation. On lui répond par la procédure. Pour annuler, il faut des motifs et un acte de vérification. Il faut donc transformer l'observation en audit. Commence alors la vérification sèche du fond des mœurs. Les amendes pour débauche, bruit, chansons obscènes, gestes indécents sont enregistrées dans le registre. Les dépenses comprennent les gardes, le fer, la paille, les vêtements chauds pour les uniformes, les examens médicaux des adultes arrêtés. Une partie est destinée à l'aide aux pauvres, mais le montant est faible et ne change pas la donne. L'essentiel, c'est le cycle des raids. Plus il y a de patrouilles, plus il y a d'amendes, plus il y a de dépenses pour ces mêmes patrouilles. C'est là le mécanisme fiscal qui se cache derrière le masque de la police des mœurs. Lorsque le greffier inscrit ce cycle sur le calendrier, une pulsation régulière apparaît. Elle s'intensifie pendant les grandes fêtes et les foires et s'atténue pendant les périodes calmes. Il n'y a aucune morale dans ce graphique, seulement un besoin budgétaire. Et là où l'on entend le mot « aménagement », se trouve à côté un petit sac silencieux qui résonne de honte. À ce moment-là, le mythe commence à boiter. Il est toujours répété dans les sermons, mais les documents vont dans une autre direction. Le greffier recueille les signatures des artisans et des médecins qui confirment l'augmentation des blessures dues au froid et de l'épuisement chez les détenus adultes. Ces témoignages ne dépeignent pas l'horreur, ils en fixent les conséquences. Plus les raids sont froids, plus il y a de toux et d'inflammation, plus les nuits en cellule sont coûteuses, et chaque cicatrice de ce type est associée au mot « caractère ». Le Conseil ordonne un audit, non pas pour faire la leçon de morale, mais pour vérifier les comptes. Les contrôleurs prennent les cahiers des 3 dernières années, rassemblent tous les reçus, vérifient les fiches d'arrestation, rédigent les formulaires des procès-verbaux. Un rapport est déposé sur la table avec une conclusion simple. La procédure de sécurité est devenue une source de revenus. La conclusion n'embellit pas les sermons, mais elle convient pour une décision. La conclusion ne sonne pas comme une fanfare. Le Conseil annule les objectifs prévisionnels, interdit de lier les dépenses des gardes aux amendes attendues, sépare les amendes pour tapage et trouble à l'ordre public de la vague notion de débauche. Ce fond des mœurs passe à une comptabilité transparente avec une publication trimestrielle, d'où proviennent les recettes, où sont-elles dépensées. Les raids ne peuvent plus être liés au calendrier des foires. Le greffier reçoit une approbation LAS et un nouveau dossier. Il doit désormais veiller à ce que la comptabilité ne retombe pas dans l'ombre. Les commerçants sont d'abord indignés. Après l'annulation des plans, le flux d'acheteurs ne augmente pas le matin après les raids, ce qui signifie que le chiffre d'affaires baisse. Mais ils réorganisent rapidement leur commerce en fonction de la demande habituelle qui n'est pas liée à la peur et au froid. Les médecins constatent une diminution des hypothermies nocturnes et des blessures chez les adultes détenus. Les gardes rédigent moins de procès-verbaux, de forme et davantage sur la base des dommages réels. Le mythe ne meurt pas, il passe dans le langage. On le répète comme un souvenir des temps difficiles. Le document reste un moyen de distinguer la sollicitude de la caisse. La honte cesse d'être une matière première. La ville continue de vivre, avec son marché, ses fêtes, ses besoins, mais le gouffre caché disparaît à la caisse. Le greffier continue de garder dans son tiroir un dossier mince contenant les premiers tableaux. Pour lui, ce n'est pas une victoire, mais un moyen de se rappeler que la partie ennuyeuse sauve plus que l'écrit. Il continue à traduire les montants en mots, veille à ce que les ordonnances ne cachent pas de repères flous, écoute les médecins qui écrivent désormais plus souvent sur les rhumes dus au vent plutôt qu'à la caméra.
Et lorsque, à l'approche des fêtes, la proposition de renforcer la surveillance revient au bureau, il sort sa carte et demande où se trouvera exactement la caisse et pourquoi elle s'appelle à nouveau Nrav. Ces tableaux ne contiennent pas d'héroïsme, seulement des lignes qui dissipent le brouillard habituel autour du mot « ordre ». Dans les bureaux, on préfère parler de modération, mais dans la comptabilité, on préfère parler de recettes et de soldes. Là où la piété résonne sur la place, les cahiers bruissent de la petite monnaie, transformés de la faiblesse humaine en ligne de revenus. Le vent festif éteint les lampes, et c'est précisément à ces moments-là que la main du greffier bouge plus vite que les autres. Lorsque l'ordonnance laisse une formule large, tout froid se transforme en un levier pratique pour percevoir une amende. Les registres des gardes sentent la paille et le fer, et le langage de ces registres a depuis longtemps cessé d'être celui de la sollicitude. La nuit, après les raids, les balayeurs balayent le sable et les mégots, et le greffier balaye les chiffres dans les colonnes pour les montrer ensuite à ceux qui prennent les décisions. Les dossiers médicaux ne racontent pas d'histoire, ils rassemblent les plaintes identiques d'adultes en un chœur monotone. Dans les livres d'achat des commerçants, apparaissent de nouvelles lignes sur les capes bon marché et les boissons chaudes, et à côté, l'inscription « Après observation ». Au fil des ans, chaque secteur a développé ses points préférés pour les arrestations, comme si la moralité était attachée à des poteaux d'affichage. Le greffier marque ses points au charbon sur la carte et voit les couloirs étroits se transformer en larges entonnoirs pour l'argent. Au moment de l'audit, le mythe s'évanouit jusqu'à devenir un souvenir, car cette fois-ci, le document parle plus fort que la place. La prudence soulignée dans la formulation de l'acte évite de futurs ajouts au budget où la honte redeviendrait une monnaie d'échange. Avec le temps, l'expression « taxe sur le péché » passe du murmure au terme technique de vérification des comptes municipaux. Ceux qui se réjouissaient auparavant de l'afflux d'acheteurs après les raids sont désormais contraints de tenir compte de la demande habituelle et de la qualité des marchandises. Les gardes perdent leur bâton commode et acquièrent la tâche ennuyeuse mais honnête de prouver les dommages avant de délivrer un reçu. Les sermons locaux continuent d'appeler à la modération, mais la menace fiscale qui planait sous chaque mot de honte disparaît. La ville n'est pas devenue plus sainte, elle est devenue plus transparente en ce qui concerne la transformation de tristes habitudes en lignes budgétaires. Le greffier ne cherche pas la gloire, il vérifie que les soutiens souples de l'ancien mécanisme ne se développent pas à nouveau. La bougie sur son bureau fume moins. Quand il n'y a pas de nuit planifiée dans les cellules, il y a moins de raisons de feuilleter les dossiers médicaux. Les marchés sont toujours aussi bruyants, mais désormais, le bruit ne se mesure plus en futurs reçus. Les fils sur la carte qui menaient aux foires s'estompent progressivement et sont remplacés par le travail habituel et ennuyeux du nettoyage des rues. Pour la première fois depuis des années, les rapports de quartier ne ressemblent plus à des plans de trésorerie, mais à des descriptions d'infractions spécifiques. Là où l'on écrivait auparavant « débauche notoire », on écrit désormais « banque endommagée » ou « coup porté par un mercenaire adulte ». Les repères annulés en matière d'amende deviennent une ligne importante dans la chronique de la ville, sans héros, mais avec un résultat compréhensible. Le papier sert à nouveau de miroir à la ville, et non plus de caisse liée à la honte d'autrui. Et lorsque l'hiver ramène la foire, le greffier ne compte plus les arrestations, mais les lampadaires et le bois pour chauffer les rangées. Ce changement de perspective n'a rien de pathétique, mais il permet de soulager le dos, qui souffre moins le soir venu à cause des tableaux inutiles. Avec le temps, même ceux qui ont perdu les profits de la vague post-razzia reconnaissent qu'il est plus avantageux de vivre sans crainte. Tout cela ne rend pas les gens meilleurs, mais rend les règles plus honnêtes, et dans cette honnêteté, le bruit de la foire est perçu comme une fête, et non comme le prélude à une nuit en cellule. Ces tableaux ne contiennent pas d'héroïsme, seulement des lignes
qui dissipe le brouillard habituel autour du mot « ordre ». Dans les bureaux, on préfère parler de modération, mais dans la comptabilité, on préfère parler de recettes et de soldes. Là où la piété résonne sur la place, les cahiers bruissent de la petite monnaie transformée de la faiblesse humaine en ligne de revenus. Le vent festif éteint les lampes, et c'est précisément à ces moments-là que la main du greffier bouge plus vite que les autres. Lorsque l'ordonnance laisse une formule large, tout froid se transforme en un levier pratique pour percevoir une amende. Les registres des gardes sentent la paille et le fer, et le langage de ces registres a depuis longtemps cessé d'être celui de la sollicitude. La nuit, après les raids, les balayeurs balayent le sable et les mégots, et le greffier balaye les chiffres dans les colonnes pour les montrer ensuite à ceux qui prennent les décisions. Les dossiers médicaux ne racontent pas d'histoire, ils rassemblent les plaintes identiques d'adultes en un chœur monotone. Dans les livres d'achat des commerçants, apparaissent de nouvelles lignes sur les capes bon marché et les boissons chaudes, et à côté, l'inscription « Après observation ». Au fil des ans, chaque secteur a développé ses points préférés pour les arrestations, comme si la moralité était attachée à des poteaux d'affichage. Le greffier marque ses points au charbon sur la carte et voit les couloirs étroits se transformer en larges entonnoirs pour l'argent. Au moment de l'audit, le mythe s'évanouit jusqu'à devenir un souvenir, car cette fois-ci, le document parle plus fort que la place. La prudence soulignée dans la formulation de l'acte évite de futurs ajouts au budget, où la honte redeviendrait une monnaie d'échange. Avec le temps, l'expression « taxe sur le péché » passe du murmure au terme technique de vérification des comptes municipaux. Ceux qui se réjouissaient auparavant de l'afflux d'acheteurs, après les raids, sont désormais contraints de tenir compte de la demande habituelle et de la qualité des marchandises. Les gardes perdent leur bâton commode et acquièrent la tâche ennuyeuse, mais honnête, de prouver les dommages avant de délivrer un reçu. Les sermons locaux continuent d'appeler à la modération, mais la menace fiscale qui planait sous chaque mot de honte disparaît. La ville n'est pas devenue plus sainte, elle est devenue plus transparente en ce qui concerne la transformation de tristes habitudes en lignes budgétaires. Le greffier ne cherche pas la gloire, il vérifie que les soutiens souples de l'ancien mécanisme ne se développent pas à nouveau. La bougie sur son bureau fume moins. Quand il n'y a pas de nuit planifiée dans les cellules, il y a moins de raisons de feuilleter les dossiers médicaux. Les marchés sont toujours aussi bruyants, mais désormais, le bruit ne se mesure plus en futurs reçus. Les fils sur la carte qui menait aux foires s'estompent progressivement et sont remplacés par le travail habituel et ennuyeux du nettoyage des rues. Pour la première fois depuis des années, les rapports de quartier ne ressemblent plus à des plans de trésorerie, mais à des descriptions d'infractions spécifiques. Là où l'on écrivait auparavant « débauche notoire », on écrit désormais « banque endommagée » ou « coup porté par un mercenaire adulte ». Les repères annulés en matière d'amende deviennent une ligne importante dans la chronique de la ville, sans héros, mais avec un résultat compréhensible. Le papier sert à nouveau de miroir à la ville, et non plus de caisse liée à la honte d'autrui. Et lorsque l'hiver ramène la foire, le greffier ne compte plus les arrestations, mais les lampadaires et le bois pour chauffer les rangées. Ce changement de perspective n'a rien de pathétique, mais il permet de soulager le dos, qui souffre moins le soir venu à cause des tableaux inutiles. Avec le temps, même ceux qui ont perdu les profits de la vague post-razzia reconnaissent qu'il est plus avantageux de vivre sans crainte. Tout cela ne rend pas les gens meilleurs, mais rend les règles plus honnêtes, et dans cette honnêteté, le bruit de la foire est perçu comme une fête et non comme le prélude à une nuit en cellule. Ces tableaux ne contiennent pas d'héroïsme, seulement des lignes qui dissipent le brouillard habituel autour du mot « ordre ». Dans les bureaux, on préfère parler de modération, mais dans la comptabilité, on préfère parler de recettes et de soldes. Là où la piété résonne sur la place, les cahiers bruissent de la petite monnaie transformée de la faiblesse humaine en ligne de revenus.
le vent festif éteint les lampes, et c'est précisément à ces moments-là que la main du greffier bouge plus vite que les autres. Lorsque l'ordonnance laisse une formule large, tout froid se transforme en un levier pratique pour percevoir une amende. Les registres des gardes sentent la paille et le fer, et le langage de ces registres a depuis longtemps cessé d'être celui de la sollicitude. La nuit, après les raids, les balayeurs balayent le sable et les mégots, et le greffier balaye les chiffres dans les colonnes pour les montrer ensuite à ceux qui prennent les décisions. Les dossiers médicaux ne racontent pas d'histoire. Ils rassemblent les plaintes identiques d'adultes en un chœur monotone. Dans les livres d'achat des commerçants, apparaissent de nouvelles lignes sur les capes bon marché et les boissons chaudes, et à côté, l'inscription « Après observation ». Au fil des ans, chaque secteur a développé ses points préférés pour les arrestations, comme si la moralité était attachée à des poteaux d'affichage. Le greffier marque ses points au charbon sur la carte et voit les couloirs étroits se transformer en larges entonnoirs pour l'argent. Au moment de l'audit, le mythe s'évanouit jusqu'à devenir un souvenir, car cette fois-ci, le document parle plus fort que la place. La prudence soulignée dans la formulation de l'acte évite de futurs ajouts au budget, où la honte redeviendrait une monnaie d'échange. Avec le temps, l'expression « impôt sur le péché » passe du murmure au terme technique de vérification des comptes municipaux. Ceux qui se réjouissaient auparavant de l'afflux d'acheteurs après les raids sont désormais contraints de tenir compte de la demande habituelle et de la qualité des marchandises. Les gardes perdent leur bâton commode et acquièrent la tâche ennuyeuse mais honnête de prouver les dommages avant de délivrer un reçu. Les sermons locaux continuent d'appeler à la modération, mais la menace fiscale qui planait sous chaque mot de honte disparaît. La ville n'est pas devenue plus sainte, elle est devenue plus transparente en ce qui concerne la transformation de tristes habitudes en lignes budgétaires. Le greffier ne cherche pas la gloire, il vérifie que les soutiens souples de l'ancien mécanisme ne se développent pas à nouveau. La bougie sur son bureau fume moins. Quand il n'y a pas de nuit planifiée dans les cellules, il y a moins de raisons de feuilleter les dossiers médicaux. Les marchés sont toujours aussi bruyants, mais désormais, le bruit ne se mesure plus en futurs reçus. Les fils sur la carte qui menaient aux foires s'estompent progressivement et sont remplacés par le travail habituel et ennuyeux du nettoyage des rues. Pour la première fois depuis des années, les rapports de quartier ne ressemblent plus à des plans de trésorerie, mais à des descriptions d'infractions spécifiques. Là où l'on écrivait auparavant « débauche notoire », on écrit désormais « banque endommagée » ou « coup porté par un mercenaire adulte ». Les repères annulés en matière d'amende deviennent une ligne importante dans la chronique de la ville, sans héros, mais avec un résultat compréhensible. Le papier sert à nouveau de miroir à la ville et non plus de caisse liée à la honte d'autrui. Et lorsque l'hiver ramène la foire, le greffier ne compte plus les arrestations, mais les lampadaires et le bois pour chauffer les rangées. Ce changement de perspective n'a rien de pathétique, mais il permet de soulager le dos, qui souffre moins le soir venu à cause des tableaux inutiles. Avec le temps, même ceux qui ont perdu les profits de la vague post-raid reconnaissent qu'il est plus avantageux de vivre sans crainte. Tout cela ne rend pas les gens meilleurs, mais rend les règles plus honnêtes, et dans cette honnêteté, le bruit de la foire est perçu comme une fête, et non comme le prélude à une nuit en cellule. Ces tableaux ne contiennent pas d'héroïsme, seulement des lignes qui dissipent le brouillard habituel autour du mot « ordre ». Dans les bureaux, on préfère parler de modération, mais dans la comptabilité, on préfère parler de recettes et de soldes. Là où la piété résonne sur la place, les cahiers bruissent de la petite monnaie, transformée de la faiblesse humaine en ligne de revenus. Le vent festif éteint les lampes, et c'est précisément à ces moments-là que la main du greffier bouge plus vite que les autres. Lorsque l'ordonnance laisse une formule large, tout froid se transforme en un levier pratique pour percevoir une amende. Les registres des gardes sentent la paille et le fer, et le langage de ces registres
a depuis longtemps cessé d'être celui de la sollicitude. La nuit, après les raids, les balayeurs balayent le sable et les mégots, et le greffier balaye les chiffres dans les colonnes pour les montrer ensuite à ceux qui prennent les décisions. Les dossiers médicaux ne racontent pas d'histoire. Ils rassemblent les plaintes identiques d'adultes en un chœur monotone. Dans les livres d'achat des commerçants, apparaissent de nouvelles lignes sur les capes bon marché et les boissons chaudes, et à côté, l'inscription « Après observation ». Au fil des ans, chaque secteur a développé ses points préférés pour les arrestations, comme si la moralité était attachée à des poteaux d'affichage. Le greffier marque ses points au charbon sur la carte et,